Bonjour. Vous m'entendez? C'est un à la fois. Je pense que c'est un à la fois. Ouais, bonjour. Ça marche aussi? Ok. Bienvenue à Léonard. Alors, juste pour avoir une idée, qui d'entre vous ne sont pas encore venus dans ce lieu? Qui découvre le lieu ce soir? Bienvenue. Oui, toi aussi, merci. Bienvenue. Alors, vous êtes à Léonard Paris. Léonard Paris, c'est le centre qui a été lancé par Vinci il y a à peu près 2 ans maintenant, et qui a pour vocation, qui est en fait la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci, et qui a pour vocation d'avoir une vision commune de ce que va être le futur, de ce qu'on va être les futurs des métiers qui sont les nôtres, sur des horizons qui sont à 10 ans, 15 ans, 20 ans. On a des activités ici qui sont ouvertes sur le reste de l'écosystème et le reste du monde de manière générale. Donc l'idée, c'est pas de faire quelque chose qui est centré sur Vinci, mais bien d'être un acteur vraiment de l'écosystème. Et donc pour faire ça, on est très actif avec ce type d'événements. On a des activités de prospective où régulièrement on va avoir des rapports qui sortent sur des sujets comme les mobilités de demain, comme l'intelligence artificielle appliquée aux infrastructures, à l'énergie. On a aussi toute une composante d'accompagnement de projets ici, donc des projets qui peuvent être internes aussi bien qu'externes. Donc des projets internes, en fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant 2 ans, où on identifie des porteurs de projets qui veulent changer les choses, qui veulent lancer de nouvelles activités au sein de Vinci. Et en fait, on les accueille ici pendant presque 1 an pour qu'ils puissent vraiment développer leur idée. C'est notre programme d'intrapreneuriat. On lance aussi des programmes d'accompagnement de start-up qui ont pour vocation à fertiliser aussi le terreau qu'il y a en France et aussi à l'étranger sur toutes les activités qui se forment autour de la construction et des infrastructures. Et on va commencer à accueillir de manière vraiment, je n'aurais pas utilisé ce mot-là, mais quasi industrielle, des start-up ici à partir de l'automne qui arrive. Donc si vous avez une start-up que vous lancez sur ces sujets-là, en l'occurrence, c'est moi qui m'en occupe, donc on peut se parler. Voilà, donc ça c'est juste pour faire une intro sur le lieu et puis vous souhaiter la bienvenue encore une fois. Alors aujourd'hui, on est là, alors ça si ça marche, ce sera bien. On est là pour parler du passage à l'échelle. Donc le passage à l'échelle, c'est une question que se posent tous les entrepreneurs qui arrivent à déjà trouver une solution qui marche à petite échelle. Et je pense qu'on peut dire, et puis on pourra en parler un peu après, mais que ce passage à l'échelle-là est au moins aussi intense et compliqué que la partie initiale qui consiste à développer quelque chose qui va vraiment intéresser quelqu'un et résoudre un vrai problème. Nous, on parle beaucoup de ces sujets-là ici à Léonard. En l'occurrence, aujourd'hui, on va un petit peu mettre on va essayer de comparer les approches un peu, je veux dire classiques, parce qu'on dans l'inconscient commun, on les connaît plus. Donc, une approche de Uber, une approche de Lime pour rester sur la mobilité, qui sont vraiment sur du B2C complet, et donc vraiment une volonté de scaler, de grandir le plus rapidement possible, en allant chercher le plus d'individus, donc de C dans le B2C. On va comparer ça aujourd'hui avec le B2B2C, que je vais peut-être te laisser en parler et le définir, mais il s'agit de faire levier sur des grands partenaires business pour aller chercher plus de clients finaux. Donc c'est une stratégie qui est un peu différente, que Klaxit porte très bien. Alors, je vais maintenant passer au vif du sujet, puis vous présenter notre hôte. Donc Julien Léonard, merci d'être ici. Oui, pardon, notre invité. Merci de ta présence. Donc Julien est président fondateur de Klaxit, le leader français du covoiturage domicile-travail. C'est un ingénieur INSA de Lyon et diplômé HEC Paris.
Avant de créer Klaxit, il a étudié et travaillé en France, en Allemagne, à Singapour et aux États-Unis. Et il a imaginé au tout début un boîtier connecté qui permettrait de détecter automatiquement les trajets que vous faites et de connecter ça pour vous donner des recommandations de covoiturage. Après cette expérience qui a été dans la Silicon Valley, le boîtier est devenu une application mobile. Et à son retour en France en 2012, Julien s'est associé à Cyril Courtière, son CTO, et Klaxit était lancé. Donc, mon intro pour Julien, et puis je vais te laisser du coup la parole, et puis nous présenter Klaxit. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Alors on peut passer la présentation. Ah oui, parfait. Génial. Donc en effet, Klaxit, on est spécialisé sur le covoiturage domicile-travail. Donc celui qui vous emmène tous les jours au travail et qui vous ramène à la maison le soir. J'ai créé Klaxit en 2012 avec mon associé Cyril Courtière. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de collaborateurs. Notre premier client, c'était le technocentre de Renault à Guyancourt. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, donc au sud-ouest de Paris. Renault, grande entreprise avec un énorme site. C'est un des plus gros sites d'Île-de-France avec 10 000 salariés. Et là, on a vraiment pu, avec ce premier client, tester le concept et l'élargir ensuite. Alors aujourd'hui, l'équipe est répartie sur 3 bureaux. L'essentiel de l'effectif est à Paris et on a aussi Grenoble et Bordeaux. Alors c'est particulièrement vrai pour notre modèle qui est un modèle en évangélisation. On a aussi besoin des pouvoirs publics et des institutionnels. Du coup, on est assez présent de ce point de vue-là. Donc je représente sur un certain nombre de sujets les opérateurs de covoiturage et notamment plutôt courte distance. Et je suis depuis peu président de l'Alliance des mobilités qui est en fait, alors c'est une branche du CNPA. Le CNPA, c'est le syndicat des professions de l'automobile. Vous avez en réalité tout l'écosystème automobile hors constructeurs et équipementiers, donc tous les gens qui font la location de véhicules, l'entretien des véhicules, les auto-écoles et depuis peu l'Alliance des mobilités qui représente l'ensemble des startups des nouvelles mobilités. Alors c'est quoi les nouvelles mobilités? Vous avez le covoiturage, vous avez l'autopartage, Drivey que vous connaissez probablement est un membre du bureau. Vous avez les 2 roues motorisées, CityScoot est membre du bureau. Vous avez les trottinettes, on a un représentant avec Cirque. Donc voilà, sur l'ensemble des verticales des mobilités, on s'est associé pour créer cette alliance et être plus visible et avoir une voix qui porte au niveau des institutionnels. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure. La loi d'orientation des mobilités a été votée là à l'Assemblée nationale la semaine dernière ou celle d'avant en première lecture. Donc elle est bien partie pour être définitivement adoptée et elle donne en fait toute une boîte à outils pour encourager le développement de ces nouvelles mobilités et notamment du covoiturage avec des leviers sur les entreprises, les collectivités, on va en reparler. Donc, cette présence institutionnelle en fait est très importante pour développer ce covoiturage courte distance. Et puis on a eu un certain nombre de prix, dont celui dont on est le plus fier, qui est l'European Startup Prize. On a fini premier parmi à peu près 500 startups des mobilités de toute l'Europe. Parfait. Donc, en termes d'actionnariat, donc aujourd'hui, on est 2 associés fondateurs, Cyril et moi-même, et ensuite, on a un certain nombre d'actionnaires, investisseurs, donc minoritaires. On a levé en tout un peu plus de 4 millions d'euros, et en fait, surtout, ces investisseurs, ils n'ont pas que apporté de l'argent. Chacun, en fait, apporte un effet de levier sur notre activité. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous les détailler chacune. Donc, VIAID est notre investisseur historique. Alors, VIAID, eux, ont investi dans beaucoup de startups des nouvelles mobilités. En fait, c'est Noroto Midas.
le groupe Mobivia. Et donc, ils ont un fonds d'investissement, un accélérateur qui, depuis quelques années, est très actif. Et ils sont notamment investisseurs dans Drivey, dans Smooth, donc les Vélib, dans Hitch, qui fait du VTC, dans Klaxit, donc dans pas mal d'entreprises bien connues maintenant des nouvelles mobilités. Donc, eux nous apportent l'écosystème start-up. Le covoiturage domicile-travail, je vais revenir tout à l'heure, mais on met en relation des personnes qui font un même trajet. Demain, si on se projette sur un véhicule autonome, en réalité, l'activité d'un Drivey, d'un Hitch, d'un Klaxit, tout ça va plus ou moins converger. Donc ça a aussi beaucoup de sens de travailler avec ces acteurs-là dès aujourd'hui. Et ensuite, donc, on a des partenaires industriels. Donc typiquement la RATP. Qu'est-ce que nous apporte la RATP? En fait, on est présent dans l'application aujourd'hui parisienne de la RATP. Si vous faites une recherche d'itinéraire, donc d'un point A à un point B, sur des horaires domicile-travail et plutôt en deuxième couronne, là où on est pertinent en termes de covoiturage, vous allez pouvoir trouver des trajets sur Klaxit. Donc évidemment pour nous, c'est une énorme opportunité puisque la RATP, les médias de la RATP, c'est plus de 2 millions de visiteurs par jour. Donc c'est évidemment une audience qu'on capte et qu'on n'avait pas du tout à la base. Ensuite, Sodexo, vous connaissez probablement Sodexo pour la restauration collective. En fait, Sodexo s'est diversifié sur l'ensemble des métiers qui ne sont pas cœur business pour une entreprise. Donc typiquement, la gestion des bâtiments, l'accueil, les parkings et maintenant la mobilité. Parce qu'en fait, là où on s'est rejoint sur la vision, c'est que finalement, votre qualité de vie, votre journée de travail, elle ne commence pas quand vous rentrez dans l'entreprise, mais quand vous sortez de chez vous. Parce que quand vous êtes bloqué dans les embouteillages, vous n'allez pas vous dire que vous habitez trop loin de votre entreprise. Vous allez vous dire que votre entreprise est très très mal située. Et donc évidemment, c'est une problématique pour l'employeur. Et donc c'est un nouveau champ de business qu'investit Sodexo. Et on a une actu récente là, je vais en parler tout à l'heure avec eux. Donc en fait, eux, ils nous apportent quoi? L'ensemble de leurs clients. Ils ont 2000 clients en France qui sont dans notre cible et qu'on va pouvoir adresser beaucoup plus facilement qu'on le fait tout seul. Et enfin, avec la Maïf, donc là, un assureur, on a imaginé et lancé une garantie de retour. Donc en fait, en quoi ça consiste? Vous venez en covoiturage le matin, et vous avez votre conducteur pour le soir, mais dans l'après-midi, votre conducteur doit rentrer plus tôt à un empêchement, il annule votre trajet. Eh bien, on va, grâce à l'assurance de la Maïf et le partenariat qu'on a avec Uber, vous ramener chez vous gratuitement et sans condition. Alors, il y en a une seule, c'est qu'en fait, vous devez contacter 2 autres personnes qui sont sur votre trajet. Donc, si vous n'en avez pas d'autres conducteurs, on vous ramène sans broncher. Et si vous avez d'autres conducteurs, vous les contactez. 30 minutes avant votre départ initial, si vous devez partir à 17h, 16h30, toujours pas de réponse, on vous envoie un Uber qui vous ramène chez vous gratuitement et sans avance de frais. L'objectif avec ça, c'est qu'on ait un service qui est aussi fiable et flexible que votre propre voiture, puisque notre objectif, c'est bien de vous faire abandonner en fait votre voiture individuelle et personnelle au profit de Klaxit, mais aussi d'un ensemble de solutions. Ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. C'est pour ça que c'est un univers très partenarial. Votre voiture, aujourd'hui, elle sert à tout faire. Vous pouvez tout faire avec sur tous les motifs et elle est assez pratique. Et en plus, vous en percevez assez mal les coûts. Une voiture, c'est 5 à 6 000 euros par an. J'aurais pu faire le test de vous demander, selon vous, combien coûte votre voiture. Vous m'aurez probablement répondu à un montant qui tourne autour du carburant que vous mettez dans votre voiture. Pourtant, c'est même pas un tiers des frais en réalité de votre voiture. Donc c'est très compliqué de rentrer en compétition avec la voiture individuelle. Ce qu'on souhaite, c'est qu'en fait, vous ayez accès en permanence sur votre smartphone à un certain nombre de services qui vous proposent de faire tout ce que vous auriez pu faire avec votre voiture et plus simplement. Donc aller au covoiturage avec Klaxit, moins cher que votre voiture, plus fiable, pratique, sympathique. Vous combinez ça avec les transports en commun quand vous en avez besoin et vous louez le week-end une voiture sur Drivey thermique, décapotable si c'est la canicule pour aller plus loin. Et comme ça, on répond à l'ensemble de vos services, de vos motifs de déplacement et vous pouvez abandonner votre voiture personnelle que vous utilisez 5% du temps et que quand vous l'utilisez tout seul alors qu'il y a 5 places à bord. Donc un gâchis économique évidemment important et qu'on essaie d'optimiser. Alors le modèle de Klaxit aujourd'hui, c'est 3 choses. C'est une technologie, donc une application, des partenariats avec les entreprises et avec les collectivités.
Donc l'application, c'est quoi? Là, la manière la plus simple possible, vous allez nous renseigner votre adresse de domicile, de travail, vos horaires approximatifs. On va vous mettre en relation avec des covoitureurs pertinents, avec un algorithme très précis qui va minimiser le détour pour les conducteurs, parce que les conducteurs sont très peu prêts à faire de détours, encore plus sur des petits trajets comme les nôtres où vous allez au travail, donc globalement vous êtes assez billes en tête. Et les passagers, évidemment, veulent des trajets très simples, sans beaucoup de marche et qui ne sont pas compliqués par rapport au trajet qu'ils pourraient faire en voiture. Donc on vous match comme ça avec un algorithme très précis et porte-à-porte. Ensuite, vous pouvez flexibiliser vos horaires. Pas obligatoirement covoiturer toujours avec les mêmes personnes. Ce soir, je repars plus tard, je repars avec un autre conducteur, très simplement. Et puis en vous apportant des services et des garanties, typiquement la garantie de retour Maïf Uber. Donc ça, c'est la partie technologique. Ensuite, en quoi on travaille avec les entreprises? En fait, les entreprises vont permettre de créer ce qu'on appelle une masse critique d'utilisateurs. Comme vous avez des trajets qui sont très contraints, et qu'en plus vos horaires sont différentes, si on veut vous trouver des gens pertinents, il faut qu'on vous trouve non pas une personne qui est pile sur votre trajet, mais en fait plusieurs, parce qu'une qui part à 16h, une 16h30, 17h, 17h30, etc. sur votre trajet à vous. Ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup de monde concentré très localement, et ça, les grandes entreprises l'apportent. Grâce au partenariat avec les grandes entreprises, on va cibler d'un seul coup des centaines ou des milliers de personnes qui vont travailler au même endroit, donc qui ont un point d'arrivée commun, et qui souvent en plus ont des horaires similaires et qui vont vous permettre d'être en confiance. Donc l'entreprise apporte la masse critique d'utilisateurs, la confiance parce que vous allez pouvoir vous reconnaître entre collègues sur l'application et du coup quand vous avez un logo d'une entreprise en fait partenaire, on a 3 fois plus de taux de contact parce qu'évidemment vous dites ah ben, très bien c'est professionnel, c'est un peu comme les étoiles, alors on a aussi les étoiles mais rien que le logo de l'entreprise ça multiplie par 3 en fait la confiance que vous avez dans la personne en face. Et puis le dernier intérêt de l'entreprise, c'est qu'en fait on peut accompagner le changement directement sur le terrain auprès des utilisateurs. Le covoiturage, ce n'est pas quelque chose d'inné sur le domicile-travail. Vous devez changer assez profondément vos habitudes. Et du coup, on vient dans les entreprises, on vient faire prendre conscience aux conducteurs des gains financiers qu'ils vont pouvoir avoir. En moyenne, 100 € par mois, si vous covoiturez sur Klaxit. Et des passagers. Et en général, les passagers, alors surtout en Ile-de-France, les gens qui n'ont pas de voiture, qui sont contraints de prendre des transports assez compliqués, c'est 30 minutes en moyenne de gagner un passager sur Klaxit. Donc nous, on capte en fait les gens qui abandonnent leur voiture et ceux qui galèrent dans les transports en commun. Après, si vous êtes sur la bonne ligne, le transport en commun est toujours meilleur et moins cher. Donc ceux-là, on ne les capte pas sur Klaxit. Donc ça, c'est l'approche entreprise. Aujourd'hui, on a 200 clients, un tiers du CAC 40. Donc je parle du CAC 40 parce que c'est des grosses entreprises. Donc dans mon objectif de créer la masse critique, c'est très important. On a Renault, 10 000 personnes. On a aussi Disney, donc, qui est là le plus gros site d'Île-de-France. Il y a 16 000 personnes du côté de Marne-la-Vallée. Vinci est un client historique d'ailleurs, je pense de 2014. C'était moi le commercial principal encore à l'époque. Voilà, Orange est un gros client national, donc Orange nous permet d'ouvrir des villes. Une ville où on n'est pas, eh bien, souvent il y a un site Orange de 1000 personnes et ça nous permet de créer le réseau. Donc ça, c'est les entreprises. Et ensuite, qu'est-ce que viennent faire les collectivités dans l'équation ? En fait, la collectivité, elle vient baisser le prix de votre covoiturage. Le conducteur, il va... alors, je vais prendre l'exemple de l'Île-de-France. Aujourd'hui, il va être sur une rémunération minimum chez nous à 3 €. Donc, vous prenez quelqu'un, c'est 3 € par trajet. Et si vous faites plus de 30 km, c'est 10 centimes du kilomètre au-delà. Donc ça, c'est le prix par passager. Ça, c'est ce que gagne le conducteur. Si vous dites à un conducteur aujourd'hui, un automobiliste, en fait, deviens passager d'un covoiturage et paye 3 € à ton conducteur, il va dire ah bah non, mais c'est plus que l'essence que je mets dans ma voiture, jamais je vais y aller. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on paye le conducteur 3 € et par contre le passager, s'il a un pass Navigo, il voyage gratuitement, s'il n'en a pas, il voyage pour 1 €. Et là, l'automobiliste, il comprend son intérêt économique. Ah ok, j'abandonne ma voiture, soit je prends un pass Navigo parce que je covoiture très régulièrement, du coup c'est très rentable, soit je commence à 1 € le trajet, ça c'est moins cher que l'essence que je mets dans ma voiture, je comprends mon intérêt économique et j'y vais. Donc vous comprenez bien que par contre si on paye le conducteur 3 €
et que le passager voyage gratuitement ou paye 1, il y a un différentiel à financer. Et ça, c'est la collectivité qui va le financer. Pourquoi ? Parce que dans les zones périurbaines ou peu denses, en réalité, au coût au kilomètre et par voyageur, ça revient à bien moins cher que du bus. Parce qu'en fait, on opère dans des zones où vous n'avez pas assez de flux de voyageurs pour mettre en place un bus. Donc si vous mettiez en place un bus, il serait un peu vide ou pas assez rempli et l'équation économique ne fonctionne pas. Et donc comme on a un coût au kilomètre avec le covoiturage qui est bien inférieur, on arrive finalement à créer du transport public subventionné par la collectivité dans en gros le périurbain. Et j'aime bien dire que le covoiturage, c'est le nouveau transport en commun des zones peu denses et périurbaines. Et le périurbain, ça commence très vite. Vous passez la première couronne d'Île-de-France, vous êtes complètement dans le périurbain, pas mal en campagne, et vous avez ça à peu près dans toutes les grandes métropoles. Et donc là, en termes de partenariat, on a une dizaine de partenariats avec les collectivités. Donc vous l'avez compris, avec Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice de la région Île-de-France, et des collectivités de toute taille. Ça va du plus petit avec le pays du Lunévillois du côté de Lancy. Donc là, on est bien dans la zone peu dense, à Tisséo avec Toulouse, le Grand Poitiers qu'on vient de lancer, Lannion, voilà, Clermont-Ferrand aussi. Alors justement, 2 actus pour finir avant de passer à tes questions. Donc justement, la nouvelle loi d'orientation des mobilités, elle permet notamment 2 choses vis-à-vis du covoiturage. La première, c'est de donner la possibilité aux employeurs de rembourser le covoiturage, comme ils remboursent aujourd'hui le transport en commun. Donc il faut savoir que quand on vous rembourse 50% de la carte transport, vous avez une exonération de charges pour l'employeur et pour le salarié, donc et d'impôt sur le revenu aussi. Donc c'est vraiment 35 € qui sont dans votre poche définitivement. Eh bien c'est le même principe pour le covoiturage, à hauteur pour l'instant de 200 € par an et par salarié, et à partir du 1er janvier 2020, 400 € par an et par salarié. Et donc, dans ce remboursement-là, l'entreprise peut rembourser du vélo, du covoiturage et probablement d'autres modes de transport qui seront définis un petit peu plus tard par décret. Et du coup, avec notre partenaire Sodexo, alors Sodexo, ils font aussi le pass restaurant, en fait, qui vous permet d'avoir votre déjeuner, pareil pour l'entreprise avec une exonération de charges et pour vous une exonération d'impôt sur le revenu. Et bien là, on a sorti le pass mobilité durable qui permet aux salariés de covoiturer sur Klaxit en bénéficiant de cette nouvelle exonération. Donc en réalité, c'est quoi ? C'est une carte qui peut être virtuelle que votre employeur va mettre à votre disposition et qui sera préchargée avec un montant de 200 ou de 400 € en fonction de ce qu'il décidera et qui vous permettra de covoiturer avec ce crédit sur Klaxit pour répondre en étant compatible avec cette nouvelle loi. Et puis deuxième actu, c'est un marché public qu'on a gagné avec la TAN, donc qui est le réseau de transport de la ville de Nantes. C'est en fait le premier marché public de grande envergure sur le covoiturage qui a été lancé en France. Pourquoi ce marché est fondateur ? En fait, vraiment, il ancre le covoiturage dans le réseau de transport public. Je disais tout à l'heure, le covoiturage, c'est le transport en commun des zones peu denses. En fait, c'est exactement ce que fait Nantes. À Nantes, avec votre carte, donc qui n'est pas le pass Navigo, mais qui est la carte Libertane, eh bien, vous allez pouvoir payer vos covoiturages directement sur Klaxit. Donc, votre carte TAN Libertane devient votre moyen de paiement du covoiturage. Et puis on va vous proposer des trajets qui vont combiner covoiturage et transport en commun sur un même trajet. Donc typiquement, on va vous proposer, là où il n'y a pas de transport, de venir en voiture jusqu'à un parking relais. Et derrière, vous allez pouvoir enchaîner avec le tram pour vous rendre au centre-ville. Pas de congestion en ville, un tarif qui est complètement intégré dans votre abonnement, dont les prix seront... donc le projet se lance d'ici la fin d'année, donc les prix sont encore en train d'être fixés par la TAN. Mais vous avez un trajet vraiment sans couture qui combine covoiturage
covoiturage, transport en commun et avec un seul moyen de paiement. Et donc ça simplifie drastiquement l'expérience utilisateur et vous allez en fait enchaîner aussi bien un tram, un bus qu'un covoiturage, un tram, sans voir la différence parce que vous serez sur la même appli et avec la même carte. Et là où c'est aussi très important, c'est que c'est un marché public sur 2 à 3 ans, et donc vraiment qui va nous permettre de développer la pratique de manière pérenne. Aujourd'hui, ce qu'on avait avec les différentes collectivités que je vous ai montré tout à l'heure, c'était plutôt des expérimentations, souvent limitées à quelques mois, pour ensuite passer sur des choses de plus grande ampleur. Mais là, Nantes, en fait, réalise, dès le vote de la loi d'orientation des mobilités, finalement toute sa vocation. Et donc, je vous invite à suivre ce qu'on va annoncer à Nantes d'ici la fin de l'année. Merci pour ta présentation. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Donc, vraiment, pour moi, la première, c'était... donc, tu as un petit peu répondu, mais dans ton processus, pour avoir ces partenariats, là, tu nous disais que tu avais pas mal du coup, de projets pilotes qui sont lancés. J'aimerais bien juste que tu confirmes en fait, au groupe, ou que tu nous expliques si c'est différent, donc, ce que tu as fait en Île-de-France, c'était quelque chose qui était un projet pilote sur lequel tu espères que ça va pouvoir évoluer, mais là, vraiment, Nantes, c'est la première fois que tu as quelque chose qui est complètement officiel et qui est dans le cadre d'un appel d'offres public. Ouais, exactement. En fait, il faut. C'est comme les clients entreprises. Je parlais de Technocentre parce qu'évidemment, ça reste dans la mémoire de l'entrepreneur que j'étais. C'est le premier client, c'est celui qui vous fait confiance, et puis c'est celui qui amène tous les autres ensuite. Et donc Nantes, c'est un petit peu ça pour les collectivités. C'est pour moi un marché de référence qui a vocation à être repris par beaucoup d'autres métropoles, parce que le modèle est vraiment bon. Klaxit ne les gagnera pas tous, il y aura aussi nos concurrents, mais ça permet vraiment de lancer le marché des collectivités locales. En réalité, ce que fait Nantes avec ce que vous voyez ici, c'est la vision qu'on projette depuis plusieurs années en essayant de bricoler nous-mêmes. On le faisait depuis 1 an avec le Pass Navigo. Si vous preniez en photo votre Pass Navigo, vous voyagiez gratuitement. Donc c'était un peu le même principe, sauf qu'on n'était pas du tout connecté au Pass Navigo, et du coup validité des abonnements, vous nous payez directement, alors que là c'est directement la TAN qui vous facture. Enfin là on est définitivement intégré et sur un modèle économique soutenable, puisque tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec les collectivités, c'était plutôt sur nos fonds propres pour montrer la voie et montrer qu'en intégrant le covoiturage dans le transport public, on allait arriver à faire diminuer l'autosolisme et à faire en sorte que les gens se déplacent de manière plus durable et surtout massivement. Et donc là, c'est vraiment la reprise de ce modèle sur un marché, sur plusieurs années. Donc effectivement, c'est assez fondateur pour la suite. Ok, merci. Donc, tu as vraiment un modèle qui est intéressant par rapport à la mobilité. Tu l'as très bien expliqué, tu as un modèle qui est résolument orienté sur des partenariats qui sont avec des acteurs qui sont généralement gigantesques, un peu avec plein de portes d'entrée qui peuvent être difficiles à gérer. Donc là, juste là, on parle de collectivités, de grands groupes, d'éléments qui dépendent d'adoption de lois. Moi, ma question, c'est quand tu compares ça un petit peu à l'approche on écrase tout, on met des millions, voire des milliards, qui sont les approches, on va dire, pour continuer à être caricatural, parce qu'il y en a d'autres, mais du Uber et de Lime, on a vu Lime en France. Comment tu penses pouvoir rester pertinent par rapport à en fait, cette explosion de capital qui a l'air sans fin comment est-ce que tu gères le côté de risque par rapport à des acteurs institutionnels qui peuvent être complexes à gérer? C'est une question qui est un peu à plusieurs tiroirs, mais... Alors, en fait, on a là le modèle en trois piliers que je vous ai présentés, application, entreprise, collectivité. Tout ça a l'air très clair et j'espère assez simple maintenant, mais en fait, on a mis beaucoup de temps à le construire. Et aujourd'hui, c'est ce modèle-là qui permet vraiment sans les trois, en fait, vous pouvez rien faire. Donc,
on doit continuer à faire de la technologie, on doit continuer à travailler avec les entreprises parce que c'est elles qui nous créent la colonne vertébrale de notre réseau de covoiturage. Sans les entreprises, vous pouvez faire de la com tous azimuts, et d'ailleurs on a essayé avec certaines collectivités, ça n'a pas marché, ça vous crée des trajets un peu partout, mais en fait personne ne match, il faut concentrer les flux. Il faut garder le modèle entreprise. Et le modèle collectivité, en fait, si on ne subventionne pas les trajets, on reste sur, en termes d'adoption, des early adopters et des gens qui ont un peu plus la fibre écolo que la moyenne. Mais du coup, on stagne un peu en termes de volume. Alors que dès qu'on déclenche un intérêt économique, tout de suite, il y a beaucoup plus d'usages. En 2018, avec cette subvention notamment sur l'Île-de-France, on a multiplié par 10 le volume de trajets réalisés par rapport à 2017. Donc c'est ça le modèle. Et quand on a dit ça, donc effectivement, on arrive avec un truc un peu compliqué, avec plein de parties prenantes. Mais c'est un peu le seul modèle qu'on a trouvé pour que tout se tienne et que à la fois on ait le bon prix pour le passager, pour le conducteur, qu'on ait notre réseau de covoiturage et que sur l'application tout fonctionne bien. Donc ce modèle-là maintenant, c'est comment on le fait grandir. Je ne pense pas que sur les modèles de mobilité quotidienne, on puisse arriver par le haut avec des millions et gagner la partie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les ans, vous avez 50 milliards d'euros d'argent public qui est dépensé sur la mobilité. 50 milliards d'euros. En France, uniquement. En France. En France. Et donc, quand vous dites la collectivité, elle est capable de financer 2 euros par trajet, quel investisseur privé ou même GAFA va être quand même assez fou pour se dire ok, mais moi je lance à perte 25 milliards par an, puis après on verra, je ferai peut-être de la pub dessus et mais je gagnerai probablement un peu moins. Donc en fait la mobilité quotidienne, alors en tout cas en France, parce que elle est très développée avec le service public et qu'il y a énormément d'argent sur le sujet. Et c'est pour ça qu'on a les réseaux de transport public les plus performants du monde. Quoi qu'on puisse en dire, le réseau de l'Île-de-France, c'est un des plus denses, des plus performants en réalité quand on se compare avec les autres capitales mondiales et c'est pareil dans les autres villes. Bon, si on a d'aussi bons réseaux, c'est parce qu'il y a tout cet argent qui est fléché. Et donc, nous, on doit s'y intégrer. Et du coup, en fait, il faut aller voir concrètement chaque métropole pour s'intégrer dans sa grille tarifaire, puisque on ne va pas aller expliquer à Bordeaux que parce que c'est plus simple et parce que ça serait plus scalable, en fait, il devrait faire les mêmes prix que Paris. Enfin, moi, je veux bien, mais je ne pense pas que l'élu à Bordeaux, il va dire oui. Donc, en fait, la mobilité quotidienne fait qu'on est obligé de raisonner à une échelle plus locale et que oui, ça rend les choses moins scalables. Si on avait un modèle unique en France ou en Europe, un peu comme le covoiturage longue distance, où Blablacar a trouvé un modèle en réalité très similaire de pays en pays, surtout là où ils ont réussi à percer, là on est sur un modèle où on arrive dans un pays, on met des millions en marketing, parfois ça marche pas, parfois ça marche beaucoup plus que ce qu'on pensait. La Russie est le premier pays de Blablacar maintenant, devant la France. Donc voilà, là ça marche super bien. Ça peut se faire sur la mobilité quotidienne. Il n'y a pas de modèle complètement unique parce que les financements en fait viennent des acteurs locaux. Donc moi tout mon enjeu c'est de réussir à aller vite parce que avec des acteurs institutionnels donc qui dépendent de décisions d'élus, d'adaptation technologique de l'application pour rentrer les tarifs de chaque ville, etc. C'est en fait d'aller assez vite malgré le fait qu'on doit personnaliser un peu. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des briques de personnalisation qui sont définies, desquelles on ne sort pas. On en a quelques-unes. Et l'idée, c'est que ce soit le meilleur compromis en fait, que les villes vont pouvoir tout adopter. Et avec ça, on développe 4 briques et ensuite on peut aller voir toutes les villes. Oui. Merci. Donc, là, tu touches des points qui sont un peu au cœur de ce que n'importe quel entrepreneur qui va travailler en B2B ou en B2B2C va toucher, c'est que tu travailles avec des partenaires qui ont beaucoup d'argent, qui sont implantés, qui ont généralement le contact avec leurs utilisateurs. À quel moment tu te décides s'il y a un danger de compétition
Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de voir dès le départ? Est-ce que tu sais pas s'il y a un labo secret à la RATP qui est en train de faire ce que tu es en train de faire? Quelle discussion tu as avec ces corporates autour de ces sujets-là et comment tu les convaincs de le faire avec toi plutôt que tout seul? Et bon, ça, c'est bien sûr sur la mobilité, on a des bons exemples, mais on a énormément d'autres exemples sur n'importe qui travaille en B2B sur ces sujets-là. Enfin, B2B2C, quand tu as un autre acteur. Enfin bon. En fait, je pense que pour moi, les corporates ont assez bien compris, en tout cas ceux qu'on a au capital, qu'ils avaient tout intérêt à faire leur innovation externalisée avec des startups plutôt que d'essayer de le faire eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez une équipe qui raisonne hors cadre, qui bosse jour et nuit sur le projet, il ne peut pas y avoir de compétition en interne. Ça n'existe pas. En interne, bon déjà, vous avez pas, c'est pas votre bébé, donc vous y passez pas forcément l'investissement d'un entrepreneur. Puis en interne, vous avez tous les process, toutes les validations, pas de droit à l'erreur, parce que globalement, hein, c'est quand même un petit peu ça. Alors qu'en start-up, on développe cet esprit de droit à l'erreur, on recommence, on essaie de trouver le bon modèle, etc. Surtout sur un modèle comme le nôtre, où clairement la voie n'est pas facile et il a fallu itérer très longtemps. Voilà, Klaxit, ça a plus de 6 ans maintenant. Et le marché s'ouvre là avec cette nouvelle loi et tous ces partenariats, mais c'était pas aussi facile au début. Voilà. Donc je pense qu'ils ont en fait tout intérêt à soit à investir dans des startups. Et en fait, le jour où ça devient vraiment core business pour eux, réfléchir avec la startup sur comment la racheter ou faire un partenariat plus global, voilà. Plutôt qu'essayer de monter des choses en interne qui seront forcément limitées, limitantes et qui n'auront pas, à mon avis, la persévérance nécessaire pour arriver au bon modèle. Ouais, ok. Du coup, je vais un peu pousser cette question et la généraliser. D'après toi, est-ce qu'il y a des limites à ce modèle de croissance et de partenariat? Et si tu en as, ou en tout cas des points où tu es encore en questionnement, quelles sont-elles? Alors clairement, on apprend, hein, enfin, c'est un peu contre nature de nous, 30 personnes, travailler avec Sodexo, 450 000 personnes dans le monde. Ça fait beaucoup en face. Donc on apprend à travailler avec des grosses structures comme celle-là. Clairement, le danger, c'est la vitesse, c'est de ne pas être assez rapide. Il se trouve que dans notre modèle, on a un besoin de travailler avec tous ces grands acteurs. Donc de toute façon, on prend le temps et on y va. Le risque, c'est... et eux, ils le savent aussi. Ils ont pas le même rythme, ils attendent de nous qu'on les booste. Et des fois, on les booste, on les bouscule, même un petit peu trop. Et donc, nous, de notre côté, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à bousculer, bypasser les process. Si vous respectez les process des groupes que vous avez en face, vous ne sortez rien ou vous ne le sortez pas dans les temps. Mais bousculer les process, ça veut dire un peu parfois tendre les gens en face. Et donc moi j'ai tendance à leur dire en fait utilisez-nous même en interne, dites que c'est Julien de Klaxit qui n'a pas respecté le process parce que moi on me pardonne. Parce que nous on est start-up, etc. Et là-dessus on a de la chance. On est vu comme des gens qui doivent aller vite. On est vu comme des gens qui ont un droit à l'erreur, etc. Et donc je trouve qu'en interne, les équipes du grand groupe peuvent s'appuyer sur nous pour faire passer des choses plus facilement. Donc c'est tout ce mode de fonctionnement-là à mettre en place. Et Sodexo, on est un très bel exemple. On a l'article de loi sur le pass mobilité durable a été voté lundi soir à 1h du matin et le mardi on était en première page du Figaro Écho. Voilà, et donc pour l'annoncer. Donc ça c'est ce genre
chose où ça peut être un petit peu tendu pour le faire accepter par la partie en face, mais où finalement, voilà, tout le monde s'y retrouve et tout le monde est super content d'avoir sorti l'annonce au bon moment. Et puis surtout, en fait, le pass, c'est pas que l'annonce dans le Figaro, il marche sur l'application. Et bientôt, on va annoncer des nouveaux clients. Donc voilà, on est d'être bien dans les temps. Et alors, bon, là, tu nous expliques ta relation qui peut être le côté un peu frontal de cette relation-là. Est-ce que, suite à ces échanges-là, un peu ce clash culturel, est-ce que tu vois des outils, des méthodes ou des process qui évoluent en face et j'aimerais bien, en fait, si tu pouvais nous donner un exemple, je ne sais pas si on en a dans chaque, mais sur tes 3 grandes catégories de partenaires, institutionnel, institutionnel, j'allais dire le côté légiférant du côté de l'État, je ne sais pas si tu as des choses là-dessus, le côté des collectivités locales et le côté des corporates. Est-ce que tu as des exemples qui sont bienvenus pour toi et que tu aimerais potentiellement voir répliquer chez d'autres? Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui se mettent en place chez les corporates, notamment la notion, alors ça c'est quand la notion de point d'entrée unique en fait, donc un guichet start-up, donc vous vous adressez à une personne dans le grand groupe et elle va vous dire à quelle personne il faut aller parler. Ça je pense que c'est une bonne pratique absolue, quoi, hein. Sinon on peut mettre beaucoup de temps à trouver le bon interlocuteur en interne. Il y a beaucoup de groupes qui le mettent en place. Après, en réalité, qu'est-ce que font tous ces grands groupes avec les startups? Ils cherchent à se transformer avec de l'extérieur, en fait. Donc nous, on leur apporte une innovation sur plus ou moins éloignée de leur modèle qui a vocation demain à être potentiellement une grande ligne de business pour eux. On leur permet d'y aller beaucoup plus rapidement avec des produits numériques et les équipes globalement de moins de 30 ans qu'on a beaucoup dans les startups. Donc on leur permet de faire ça. Et après, comment bien travailler en interne? Il faut, je pense, un référent qui est en réalité assez haut placé et qui va pouvoir amener cette vision comme ça, groupe. Parce qu'en plus, quand vous parlez à Sodexo, quand vous parlez à RATP, quand vous parlez à Maïf, en fait, vous ne parlez pas à un seul interlocuteur. Ils ont plein de business units qui sont elles-mêmes en concurrence. Et si l'objectif, c'est la transformation du groupe, il faut que vous soyez... il faut que dans le groupe, vous ayez quelqu'un qui ait la vision globale, c'est-à-dire qui est capable d'arrêter les guéguerres entre business units, voir l'intérêt général du groupe et placer la start-up dans cet intérêt général du groupe. Donc en fait, je parle d'un sponsor de haut niveau qui est transverse et qui est capable globalement d'avoir un message qui va fonctionner au niveau de chaque métier. C'est vraiment pas facile parce qu'en général, un interlocuteur comme ça, au niveau transverse, il ne peut pas connaître tous les métiers et donc des fois, quand vous avez des décisions qui tombent du haut, les métiers disent oui, mais bon, en même temps, lui, il n'a jamais vendu la solution, donc en même temps, il ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc honnêtement, le rôle n'est pas évident, mais il faut réussir à le combiner. La vision globale et quelqu'un qui est quand même capable de parler au métier. Mais c'est un interlocuteur comme ça qui va pouvoir suivre le projet. On en a chez Sodexo. Typiquement, et ça aide beaucoup. C'est en fait les personnes de Sodexo Ventures qui sont donc qui ont investi chez nous à la base et qui suivent le projet de manière transverse et tout ce qu'on peut faire avec les métiers au Sodexo. Super intéressant. C'est une petite aparté, c'est une des missions de Léonard pour Vinci de remplir ce rôle-là. Donc c'est très intéressant que tu nous dises que ce soit utile de ton côté. Je pense que c'est indispensable et c'est pas du tout une mission facile et pas facile de trouver non plus les bonnes personnes en interne pour faire ce job-là si on veut qu'il soit réellement efficace. J'ai vraiment juste une dernière question qui est sur ton modèle, sa capacité de croissance. Est-ce que tu penses que c'est réplicable à l'infini? Est-ce que tu penses que c'est réplicable en Europe? Est-ce que tu penses que c'est réplicable dans le monde?
comment tu penses à ça? Quelles sont les prochaines étapes pour Klaxit? Alors pour nous, les prochaines étapes, c'est de répliquer le modèle qu'on a trouvé déjà dans un maximum de villes en France. En fait, le volume de trajet qu'on peut réaliser sur la courte distance, en termes de covoiturage, c'est le marché mondial de Blablacar longue distance. Parce qu'en fait, le nombre de trajets, enfin, vous partez quelques fois en vacances et quelques fois en covoiturage, par contre, vous allez tous les jours au travail. Donc si vous adoptez le covoiturage comme votre mode de transport principal pour aller au travail, ça vous crée un volume de trajet qui est très 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 important. Donc je dis ça dans le sens où on peut avoir une croissance et un volume d'activité qui est très important déjà sur le marché français. Et dans l'année qui vient, on va s'y concentrer puisque on a trouvé le bon modèle qui fonctionne pour la France. On a une loi d'orientation des mobilités qui vient d'arriver, qui ouvre le marché des entreprises, des collectivités et qui globalement est calquée sur notre modèle ou l'inverse. Enfin, on a cheminé ensemble. Donc aujourd'hui, le marché français va être très important pour nous. Et ensuite, évidemment, le modèle, toutes les métropoles du monde ont cette problématique. Alors quand je dis métropole, il ne faut pas penser que je suis sur les centres urbains, etc. En réalité, je suis sur une ville qui grandit, qui n'a pas l'infrastructure pour grandir. Vous voyez le problème sur le logement, vous voyez le problème sur le transport. Les kilomètres de bouchons en Ile-de-France, ils augmentent de jour en jour, d'année en année. C'est le cas sur toutes les aires urbaines mondiales. Et on ne va pas, enfin en tout cas en Europe, on n'a pas l'argent pour construire les routes en plus qu'il faudrait pour capter ce nouveau flux. Et en plus c'est mortifère parce que plus vous rajoutez de la route, en fait, c'est prouvé scientifiquement, plus ça met de voitures. Peu importe, il n'y a pas trop à étudier, vous élargissez, vous en avez de plus en plus. En réalité, il faut optimiser l'infrastructure qui est en place parce qu'on a fondamentalement un problème d'espace. Voilà, tout le monde, enfin beaucoup de gens sont tout seuls dans leur voiture, alors qu'en réalité, si déjà vous passez à 2 par voiture, si une personne sur 10 se met à covoiturer, on a résolu le problème de la congestion en Ile-de-France. Donc après, si ça refluidifie le trafic, ça va remettre des voitures. Donc c'est un autre truc. Donc après, il faut mettre des voies réservées au covoiturage pour pas que ça prenne l'espace. Mais globalement, la réponse est dans l'optimisation parce qu'on n'a juste plus d'espace public à disposition pour pouvoir faire du transport. Et l'urbanisation et le fait que tout le monde veuille venir dans les grandes aires urbaines ne va pas s'arrêter. Donc clairement, le covoiturage par l'optimisation du flux automobile pour aller et revenir du travail est un problème mondial auquel on a vocation à s'attaquer après le marché français. Merci beaucoup. Je trouve que tu finis avec une super image. Un covoitureur sur 10 qui permet de résoudre la congestion en Ile-de-France. Oui, pour avoir un trafic fluide. Bon. Voilà, ça paraît facile. Écoute, je voudrais te remercier et puis ouvrir pour que tu puisses qu'on puisse te poser des questions sur notre audience. Donc merci beaucoup et puis j'espère te revoir à Léonard bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Comment s'est passé votre premier rendez-vous client? Parce que ça y est, maintenant vous avez votre modèle, vous avez vos partenaires, vous avez les collectivités, vous avez tout le monde. Mais au premier rendez-vous, vous aviez personne? Vous lui vendiez quoi et comment? Alors effectivement, on était 2 globalement. On était 2. On avait une première application. Donc on avait une application qui permettait de partager ses frais de covoiturage, mais pas de trouver ses covoitureurs encore. Et donc quand on a lancé en fait les premiers clients, il a fallu que les entreprises nous fassent confiance sur le fait qu'effectivement on allait livrer l'application convenue et en septembre. Et donc là, le fait d'avoir déjà montré qu'on avait un premier prototype, ça a franchement aidé. On a fait une première erreur
à ne pas refaire du tout en B2B. Honnêtement, elle marche à chaque fois et beaucoup de gens la font. Pour aller plus vite dans la négociation, au début, vous proposez un prix, puis après, vous dites non, mais attendez, en fait, si vous vous lancez dans un mois ou dans 2 mois, on fait gratuit. C'est une erreur absolument fatale. On a fait gratuit pour 3 premières entreprises en septembre 2013. On leur a dit, on vous met à disposition l'application, on peut venir faire des démonstrations, on va faire du suivi, etc. Tout est gratuit pour vous, sollicitez-nous. Ils nous ont sollicité une première fois pour la semaine européenne de la mobilité, parce que là, ils avaient un événement qui était organisé dans l'entreprise. On est venu, et en fait, on n'est plus jamais revenu. Pourquoi ? Parce que quand vous proposez un service gratuit, la personne qui vous dit oui, elle n'a de compte à rendre à personne, en interne. Donc ça veut dire que, par contre, si elle avait mis 1 000 €, c'est pas grand-chose pour Airbus, par exemple, là, elle aurait dû demander une validation, et puis à un moment, on lui aurait demandé, au fait, ton truc de covoiturage à 1 000 €, ça a donné quelque chose, enfin, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Mais à partir du moment où vous ne faites pas payer, vous passez pas par les bons circuits de validation, donc vous n'êtes pas visible auprès des personnes qui vont être importantes pour votre contrat futur ensuite. Et puis, comme la personne n'a de compte à rendre à personne, et que par ailleurs, sur le service, par contre, qu'elle a payé 1 000 € à côté, là, elle va avoir des comptes à rendre et donc elle va y passer du temps. En fait, vous passez complètement inaperçu. Et on n'a jamais réussi à revendre, en plus, le service à ces entreprises-là, ces interlocuteurs-là, même 2 ans après, avec 100 clients en plus, voilà, vous grillez un peu le compte. Donc ça, c'était en septembre 2013. Qu'est-ce qu'on a fait pour le lancement en janvier 2014 ? On a proposé donc à Renault, qui était vraiment le premier client, je crois qu'on avait proposé un truc comme 3 000 € sur 3 mois, donc un petit truc, test, qui allait bien, qui était bien passé. Et ensuite, on a signé avec Renault donc au bout de 3 mois. Donc ça a fonctionné là pour le coup, parce qu'ils nous ont sollicité, ils avaient payé pour un service, donc ils nous ont sollicité même, plus que ce qu'ils avaient payé, mais comme ils avaient payé, c'était eux les clients, donc on devait leur rendre des comptes. Donc du coup, ça a très bien marché en interne, et on a signé notre premier contrat client grâce à ça, avec un engagement d'1 an sur une somme bien plus importante que ces 3 000 € d'expérimentation. Je crois même que c'était 1 500 €, pardon, c'était 1 500 € pour 3 mois. En fait, peu importe la somme. Ça peut être petit, mais il faut que ça soit une somme. Comme ça, vous passez par les circuits de validation et on vous demande des comptes. Donc ensuite, on a signé et Renault est client depuis 5 ans maintenant. Et on a lancé aussi sur d'autres sites. D'autres questions ? Bonsoir. J'aimerais bien poser la question. Maintenant que vous avez des marchés avec des établissements publics, vous intéressez plus à la législation plutôt qu'au côté technique. Ce sera OK, c'est ça ? Sur mon rôle à moi dans l'entreprise ? Oui, je dirais même peut-être le nombre de salariés juristes va augmenter c'est ça ? Oui. Après, je dirais, est-ce que pour les collectivités ou bien l'État, est-ce qu'ils ne demandent pas de garantie parce qu'on sait très bien qu'il y a de la concurrence. Il y a des entreprises américaines, européennes qui viennent, qui achètent tout simplement les entreprises françaises qui marchent bien. Est-ce qu'ils demandent des garanties que vous ne vendez pas ? Ah oui. Après ? Est-ce qu'il n'y aura pas de concurrence de la part des Allemands ou bien d'autres start-up européens ? Alors l'objectif évidemment c'est de croître plus vite que les autres et d'être le leader du secteur et plutôt de racheter d'autres plutôt que se faire racheter. Non, alors les contrats qu'on a par exemple avec les collectivités, non, fort heureusement, elles ne nous obligent pas à rester toujours qui on est et à ne pas se revendre à quelqu'un. Ce qui nous oblige, c'est le service qu'on doit rendre et qui est décrit de manière assez précise. Donc à partir du moment où le service rendu est le même,
en tout cas, ça ne va pas casser le contrat avec la collectivité si nous, on s'embarque dans une aventure plus grande parce qu'on se fait racheter par un grand groupe, un américain, enfin, j'en sais rien. Donc non, il n'y a pas ces dispositions-là. Après, tu parlais du... Alors effectivement, le côté juridique et institutionnel est important. Alors surtout là avec la loi d'orientation des mobilités. Donc voilà, j'ai appris le processus législatif, comment on faisait des amendements, comment on pouvait proposer des amendements, comment on pouvait les faire passer, quelles étaient toute la mécanique là-dedans. Mais en fait, c'est le métier d'entrepreneur classique où on apprend sur le tas en fonction des problématiques du moment. Au départ, alors moi j'avais développé la première version de... parce que effectivement, je suis ingénieur à la base, donc j'avais développé la première version de notre API. Bon, Cyril a tout mis à la poubelle parce qu'il fait ça bien mieux que moi, mais la première version de l'API, j'en avais besoin au moment où je devais montrer aux entreprises qu'on était capable de produire de la technologie. Ensuite, en fait, j'étais le premier commercial de la boîte parce qu'une fois qu'on avait le produit, il fallait le vendre et le vendre à un maximum d'entreprises. Quand on a réussi à trouver le modèle de vente, j'ai pu recruter un directeur commercial qui, lui, a construit ce savoir-faire, est devenu meilleur que moi et maintenant manage une équipe sur ce sujet. Et donc là, récemment, on a eu besoin de moi sur la partie réglementaire pour qu'on ait un cadre de développement qui soit beaucoup plus favorable avec le forfait mobilité durable, le fait que les collectivités puissent subventionner le covoiturage. Et donc là, je me suis mis au législatif. Pour moi, l'entrepreneur, c'est ça. Il doit aller sur les sujets qui, aujourd'hui, ne sont maîtrisés par personne, où on part d'une feuille blanche, il ouvre la voie, et quand on a trouvé le bon modèle, ensuite, on prend les bonnes personnes pour nous suppléer et devenir encore meilleurs que nous dans leur domaine. C'est ça, pour moi, le rôle de l'entrepreneur. Plus de questions? Ah, une question. Merci pour cette présentation, c'est vraiment passionnant. J'ai une question par rapport à tous vos collègues et confrères qui proposent des solutions de mobilité alternatives, douces, durables. Et on parle beaucoup d'économie de plateforme pour tous ces gens-là qui seraient amenés à se regrouper sur des plateformes comme ça. Comment vous voyez, vous, par rapport, et même votre démarche par rapport à ces plateformes réelles ou futures? Donc là, vous parlez du MaaS, du Mobility as a Service. Donc c'est l'idée d'avoir une application qui regroupe l'ensemble des moyens de transport à votre disposition, que vous pouvez réserver, payer très facilement par une seule application. Donc Uber, par exemple, a des ambitions sur le MaaS. Les collectivités vont faire leur MaaS, les opérateurs de transport vont faire leur MaaS, Google veut faire un MaaS, Citymapper veut faire un MaaS. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup de velléité sur ce sujet. Et la vocation, c'est quoi? C'est capter l'ensemble des transactions qui sont opérées sur le transport, qui est un secteur qui se développe à très grande vitesse, avec de plus en plus de modes de transport différents, y compris tout le free floating qui est à Paris, vélo, trottinette, électrique ou pas, etc. Nous, en fait, on se voit vraiment comme un opérateur de covoiturage. Vous avez vu, notre métier, à mon sens, est déjà assez complexe pour qu'on s'y concentre. Je répète, la techno, les entreprises, les collectivités, donc un nombre de parties prenantes déjà bien trop grand pour notre petite équipe, donc, et des enjeux monumentaux. Enfin, il y a 18 millions d'actifs aujourd'hui en France qui vont sur un lieu de travail fixe, en voiture principalement, pour l'énorme majorité d'entre eux. Donc vous multipliez 18 millions par 2, et ça fait notre potentiel de trajet tous les jours. Donc voilà, pour moi c'est un marché complexe et assez gros pour qu'on s'y concentre. Et par contre, nous, on va développer un maximum les partenariats avec les plateformes qui vont faire du Mobility as a Service, parce que ça va être pour nous une source d'acquisition de passagers. C'est-à-dire qu'on est vocation, comme on est dans l'application RATP, comme on va être dans l'application de la TAN, on a vocation à rejoindre ces applications de masse pour y être présent, présenter notre offre de covoiturage et générer comme ça plus de trajets sur un modèle économique, évidemment, qui reste à définir avec
plateformes-là qui voudront probablement capter une bonne partie de la valeur. Donc, avec une attention particulière à ne pas être complètement dépendant d'un canal d'acquisition de passagers, parce qu'à partir de là, si votre activité dépend d'un seul, il va vous commissionner très très cher. C'est ce qui se passe avec les hôtels sur Booking, par exemple. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Bonsoir. Je suis un peu grippé, excusez-moi. Comment est-ce qu'on peut dire votre modèle qui consiste à aller de la maison au travail, c'est ça? Est-ce qu'il va évoluer? Parce que c'est très tentant quand on voit qu'il y a d'autres structures qui vont venir, par exemple, se connecter avec la voiture qui va se connecter avec le tramway, des choses comme ça. Est-ce que ça va toujours rester dans ce référentiel-là, dans ce domaine-là? Voilà. Alors oui, effectivement, on a un focus domicile-travail qui a vocation, alors si c'est pas l'unique, en tout cas être vraiment le cœur de notre produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on veut faire covoiturer les gens et les mettre ensemble, il faut qu'on ait un flux d'automobiles important pour faire les matchings. Donc on vous trouve assez de conducteurs sur votre trajet à vos horaires. Dès qu'on passe sur des motifs de déplacement qui sont plus occasionnels, typiquement, je ne sais pas, un trajet loisir, pas à l'heure de pointe, schématiquement, si on arrive à capter 10% des conducteurs sur un flux de trafic, important, ça fait beaucoup de conducteurs. Sur un flux de trafic très faible, ça fait très peu de conducteurs. Et du coup, on n'arrive pas bien à vous mettre en relation. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, le covoiturage courte distance fonctionne vraiment sur le pendulaire. C'est parce qu'il y a un flux de voyageurs important. Et je ne pense pas que le covoiturage aura vocation à répondre à d'autres motifs de déplacement. Typiquement, dans le périurbain, souvent ce que nous demandent aussi les collectivités, c'est très bien, vous amenez les gens au travail, mais du coup, mes retraités qui veulent à 15h aller chez Leclerc, comment je fais? Voilà. Mais en fait, là, ça ne sera pas nous la solution parce qu'il n'y a pas un flux d'automobiles assez dense pour qu'on puisse les amener. Ça sera d'autres solutions. Par exemple, du transport à la demande. Donc ça, c'est quoi? C'est en fait la personne exprime un besoin de déplacement, si possible un peu à l'avance, pour qu'il y ait un algorithme qui soit capable d'optimiser à l'avance la route d'un minibus, en fait, qui va venir chercher les personnes en fonction du nombre qui sont sur la route. Voilà. Et donc ça, c'est une autre... des autres technos. Pardon? Ouais, ça existe. Par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Padam, qu'on connaît bien, qui fait ces algorithmes-là et qui a développé cette techno pendant plusieurs années, qui a notamment un très beau contrat avec Île-de-France Mobilité. Là, donc, ils vont lancer ce genre de service en Île-de-France. Donc, en réalité, c'est quoi? C'est une sorte de minibus qui va adapter sa route en fonction de la demande. Et ça répond très concrètement aux problématiques des zones peu denses et des personnes qui ne peuvent pas se déplacer autrement. Et du coup, c'est très prometteur parce que ça permet de désenclaver à moindre coût. Vous ne pourriez pas faire passer un bus régulier sur ce genre de personnes. Donc voilà, entre le bus, le covoiturage domicile-travail qui capte le flux pendulaire et le TAD, globalement, vous avez une bonne palette pour la première couronne et les zones peu denses. Ma deuxième question, c'était de dire, on voit que vous avez vraiment enrichi vos données. Et comment ça va se manifester sur votre application? Est-ce que vous allez rester sur du géolocal, par exemple, pour TAN j'aimerais un peu voir comment est-ce qu'on arrive à intégrer toute cette évolution, puisque vous devenez même carrément une sorte de personne ressource dans le domaine du covoiturage. Vous comptez bien faire adapter ou progresser votre interface vis-à-vis de l'utilisateur final? Ah oui, alors là, effectivement, l'appli, on fait environ une mise à jour tous les mois. Donc c'est une expérience qui évolue très très rapidement. Alors il n'y a pas une mise à jour majeure tous les mois, mais si vous refaites un peu l'historique sur le Google Play ou l'Apple Store de nos mises à jour, vous verrez que
c'est assez riche. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Donc on a intégré la garantie retour Maïf Beurre. On a mis en place un GPS pour les conducteurs. Donc on a un GPS intégré qui va vous emmener vers votre premier passager, votre deuxième passager, le déposer, et tout ça sans sortir de l'application, en prenant en compte le trafic et avec votre horaire d'arrivée, alors qu'avant, en fait, on faisait un raccourci vers votre GPS favori, mais à chaque passager, vous deviez changer d'app, donc reprogrammer le truc, etc. C'était assez compliqué. Ça, on l'a sorti il y a pas longtemps. Voilà, et puis là on est en train avec la TAN d'intégrer les parcours combinés transport en commun covoiturage de manière la plus intelligente possible, parce que c'est pas juste mettre bout à bout deux modes de transport, il faut que ça marche, c'est-à-dire qu'il faut que quand vous arrivez au point de rendez-vous à l'heure dite, en fait il y ait un bus ou un tram qui vous attende. Donc typiquement on se connecte seulement aux lignes régulières, parce qu'on sait qu'avec le trafic et si votre conducteur avait un peu de retard, si le bus il passe toutes les 30 minutes, que vous arrivez 2 minutes après, vous allez franchement nous en vouloir de vous avoir dit qu'il y avait un bus après. Voilà, donc on travaille sur ce genre de choses. Et là, vraiment en lien avec l'opérateur de transport local, qui a évidemment toute l'expertise et toute sa donnée de transport en commun. Bon, on est arrivé au terme de ce début de soirée. Je vous invite à remercier encore Julien d'être venu et puis à nous rejoindre pour le buffet juste à côté. Merci encore. Merci beaucoup.